Est-ce que vous voyez mon diapo? Alors, mon but dans cet exposé est de introduire une distinction entre deux types de règles constitutives ou, comme je préfère de les appeler, deux principes constitutifs. Je vais utiliser ces termes règles et principes de manière interchangeable, mais je préfère tenir au mot principe constitutif au lieu de règles constitutives. Euh, Ce que je veux, grossièrement, la distinction que je veux introduire, qui est le sujet de cet exposé, c'est entre deux types de principes, des principes constitutifs qui déterminent l'obtention et le fonctionnement des statuts institutionnels, d'une part, et les principes qui se rapportent à la raison d'être des institutions sociales. Alors, avant de procéder, je vais ouvrir une parenthèse concernant le mot institution. Le terme institution, tel que je l'utilise dans cet exposé, ce n'est pas dans le sens strict d'organisation ou de corporation, mais je vais l'utiliser dans un sens large. Comme d'ailleurs, le mot est utilisé dans la littérature sur l'ontologie sociale. Mais dans ce sens large que j'utilise le terme institution, c'est encore difficile de donner une définition du sens large du mot institution. C'est un sujet de controverse, mais l'idée, c'est que le mot institution, dans ce sens large, désigne plusieurs choses qui peuplent notre monde social. Par exemple, les différents jeux, le mariage, la monnaie, achat et vente, les élections, même une soirée de cocktail, certaines pratiques d'étiquette, même la promesse et le langage. Donc, dans ce sens large que j'utilise institution, même le langage est une institution. Alors, dans ce sens, les jeux et le langage sont considérés peut-être vus comme des institutions dans la mesure où ils ont des propriétés et des caractéristiques qui sont faites de l'homme. L'idée, c'est qu'une institution ne pousse pas sur les arbres, ce n'est pas une entité naturelle. Elle dépend pour son existence même, une institution dans ce sens-là, elle dépend pour son existence même du fait qu'il y ait certains principes faits de l'homme qui sont en force ou opérantes. Certaines règles ou principes qui sont posés par les hommes. Et ceux qui donnent une théorie d'institution en termes de règles définissent une institution comme un ensemble de règles qui structurent nos interactions sociales. Donc, institution dans ce sens, en termes de règles, c'est qu'une institution est un système de règles qui déterminent ou définissent des statuts institutionnels. Et un ensemble de règles qui constituent l'institution. Le squelette d'une institution, dans ce sens large et dans cette théorie en termes de règles, le squelette d'une institution est un ensemble de règles interdépendantes qui définissent les différents rôles qu'on peut jouer au sein d'une institution. Ces règles-là qui déterminent, cet ensemble de règles qui déterminent une institution, on les appelle les règles constitutives. Par exemple, mariage est une institution, être marié est un statut institutionnel qu'on peut attribuer à Pierre et à Julie, par exemple. Et le mariage, en tant qu'institution, dépend pour son existence même du fait qu'il y a certaines règles posées par l'homme qui sont en force, qui opèrent, qui font que l'institution de mariage puisse exister en premier lieu. Alors, je vais commencer mon exposé par expliquer la notion de règles constitutives, mais le sujet principal de mon exposé est en fait plus tard d'introduire une distinction entre deux types de règles ou principes constitutifs. Comme je viens de commencer l'exposé que vous avez vu, je vais commencer par l'explication de ce que sont les règles constitutives telles qu'elles sont présentées dans la littérature. Mais le sujet principal de mon exposé est de distinguer entre, d'une part, les principes qui se rapportent à la raison d'être des institutions, dans ce sens large, donc à la nature qui se rapporte à la nature des institutions, et d'autre part, des principes qui déterminent l'obtention des statuts institutionnels. Donc, la thèse que je veux défendre, c'est que la constitution des institutions sociales devrait s'accompagner d'une distinction entre deux niveaux qui correspondrait, chaque niveau de constitution correspondrait à un type de principe ou règle constitutive
qui est donc la prétention que je veux défendre dans ce texte. Il y a donc deux niveaux dans la constitution des institutions sociales. À un niveau, le niveau sous-jacent, nous avons ce que je vais appeler les principes essentiels qui concernent le but, les points, le but des institutions sociales, ce en vue duquel nous avons l'institution en premier lieu, abstraction faite de l'instanciation de ces institutions dans une forme particulière. Ça, c'est un niveau sous-jacent que j'appelle les principes essentiels, ou qui se rapportent à comment les institutions se situent au sein de la vie sociale humaine. Et à un autre niveau, à un niveau plus superficiel, on a ce que j'appellerais les principes définitionnels qui se rapportent à l'institutionnalisation même des statuts des institutions sociales, qui donnent forme à des institutions sociales et qui déterminent comment les statuts institutionnels particuliers sont obtenus. Je peux juste... parce que je vois le bar à côté qui me donne... Alors, donc, les principes que je vais appeler définitionnels, qui sont sur un niveau plus superficiel, sont liés à l'instanciation des institutions. Et mon sujet le sujet de cet exposé serait que j'explique en quoi consistent ces deux principes. Mais je vais commencer l'exposé par introduire la distinction. Pour faire ça, je vais passer d'abord à la notion de règle constitutive à l'intérieur de la philosophie du langage, parce que moi-même, venant de la philosophie du langage, j'ai rencontré cette notion de règle constitutive premièrement dans des débats en philosophie du langage concernant les théories des actes de parole. Et donc, je vais passer l'idée initiale d'une distinction entre deux types de règles m'a été donnée à l'intérieur des débats sur les théories d'actes de parole, des actes de parole. C'est pourquoi je vais commencer par vite fait passer sur les discussions dans les théories des actes de parole en ce qui concerne les règles constitutives, parce que j'ai trouvé dans ces discussions, il y a quelques années, qu'il y a deux manières confondues dans la littérature sur la philo du langage, il y a deux manières confondues de caractériser la notion de règle constitutive. Une notion venant de John Searle et une deuxième notion de règle constitutive venant de Timothy Williamson, en ce qui concerne les débats sur les actes de parole. Et ça m'a initialement donné l'idée d'une distinction entre deux types de règles. C'est pourquoi, juste pour dessiner le tableau, je vais passer par les théories des actes de parole pour vous présenter ces deux différentes manières de caractériser les règles constitutives. Par là, je vais introduire la distinction étant entre deux types de règles constitutives ou principes constitutifs, que, comme je vous ai dit, je vais appeler principe définitionnel versus principe essentiel. Ensuite, je vais sortir des débats sur les actes de parole et la philosophie du langage. Je vais généraliser la distinction. Je vais généraliser la distinction entre deux types de règles constitutives en passant par une histoire de niveau, comme s'il y a deux niveaux dans la constitution de toute institution sociale. Et puis, dans une deuxième partie de l'exposé, je vais brièvement passer par deux cadres théoriques qui ont été donnés pour rendre compte des institutions sociales et légales qui semblent radicalement opposés. Il y a un cadre, c'est pourquoi je l'ai choisi, il y a un cadre, le cadre qu'on peut appeler le cadre essentialiste de Adolf Reinach pour rendre compte des institutions légales, et un deuxième, le cadre conventionnaliste de André Marmot. Et je vais essayer de situer la distinction que j'introduis dans ces deux cadres pour conclure que dans les deux cadres, conventionnaliste ou essentialiste, on voudrait mieux être disposé d'une distinction entre deux types de règles constitutives. Alors, pour commencer, avec la notion même de règles constitutives, il est courant d'expliquer la notion de règles constitutives par leur exemple paradigmatique, qui est l'exemple des jeux. L'idée, c'est qu'un jeu comme le jeu d'échecs est constitué par un ensemble de règles. Un jeu d'échecs est constitué par un ensemble de règles qui définissent en quoi consiste jouer aux échecs, et en même temps qui justifient les mouvements autorisés dans les échecs. Donc, l'idée de règles constitutives a son prototype dans le domaine des règles. Les règles sont dans le domaine des jeux. Les jeux, comme je l'ai dit,
sont des exemples paradigmatiques et prototypes de pratiques qui sont constituées par un ensemble de règles. Par exemple, les règles de l'échec et mat définissent le statut d'échec et mat dans le jeu d'échecs et définissent en partie le jeu d'échecs lui-même. Par exemple, la règle que le fou dans le jeu d'échecs peut bouger seulement de manière diagonale, ça c'est une règle qui en partie définit le fou comme une pièce de jeu d'échecs et en même temps partiellement définit et contribue à la définition du jeu d'échecs dans son ensemble. Alors, c'est la notion de règle constitutive, dans son application au domaine des jeux, a l'air d'être une notion très intuitive. Mais de nombreux théoriciens en philosophie sociale utilisent la notion de règle constitutive dans leur analyse des institutions sociales et ils utilisent une analogie, à travers une analogie avec la règle de jeu. Il dirait que de même que les jeux sont constitués par un ensemble de règles, de même on peut analyser toutes les autres institutions sociales en termes d'un ensemble de règles constitutives. L'idée, c'est que les règles constitutives définissent ou déterminent les statuts institutionnels. Par ces règles constitutives, un statut institutionnel est imposé à une certaine entité. Par exemple, c'est en vertu d'une règle que certains types de papier avec telle et telle propriété est un billet de dollar. C'est en vertu d'une règle constitutive que certaines formes de papier est un billet de dollar. De même que c'est en vertu d'une règle constitutive que telle ou telle configuration sur l'échiquier compte comme le coup de échec et mat. C'est une règle constitutive, c'est en vertu d'une règle que telle et telle configuration est considérée comme échec et mat. Dans ce sens, les règles constitutives posent des conditions d'obtention des statuts institutionnels et créent, pour ainsi dire, les statuts institutionnels. Maintenant, dans la philosophie du langage, de même, il y a un type de théorie qu'on peut appeler des théories normativistes. Les théories normativistes des actes de parole. Et les actes de parole, je suppose que vous savez ce que c'est. Ce sont des actes qu'on fait à travers le langage. Par exemple, asserter, commander, questionner, avertir. Tous les actes qu'on peut faire en disant des choses. Les théories des actes de parole en philosophie du langage, il y a un type de théorie en philosophie du langage concernant les actes de parole qu'on peut appeler les théories normativistes. Les théories normativistes des actes de parole utilisent également une analogie entre les jeux et les actes de parole pour affirmer que les actes de parole d'eux-mêmes sont constitués par un ensemble de règles constitutives. Je passe brièvement par la caractérisation que John Searle, dans son débat sur les actes de parole, donne des règles constitutives. Ensuite, je le mettrai en contraste, je mettrai la caractérisation de Searle en contraste avec la caractérisation de Timothy Williamson de sa règle constitutive, exactement à l'intérieur du débat sur les règles constitutives des actes de parole, pour créer la base de la distinction que je vais introduire ensuite entre les deux types de règles constitutives. Donc, pour commencer avec Searle, Searle introduit le concept de règle constitutive en opposition avec, la règle qu'on appelle la règle régulatrice. Les règles régulatrices sont des règles qui gouvernent des activités qui sont possibles indépendamment de l'existence de ces règles. Par exemple, les règles de la manière de table, il faut manger de cette ou cette manière, ces règles-là sont des règles régulatrices parce que l'activité de manger est possible indépendamment de devoir manger de telle ou telle manière. On a l'activité de manger sans ou avec ces règles comme quoi il faut manger avec une fourchette, un couteau, etc., etc. Par opposition, les règles constitutives, dont le paradigme sont les règles de jeu, créent ou définissent de nouvelles formes d'activité. Les règles des échecs, comme je vous ai dit en cas prototypique, les règles des échecs, par exemple, régulent le jeu d'échecs en même temps qu'ils définissent ce qu'est le jeu d'échecs,
les règles d'échecs ne sont pas comme les règles de manger de telle ou telle manière. Elles créent la possibilité même de jouer aux échecs. Alors, ce n'est pas un critère formel important, mais on dirait que pour les règles régulatrices, on peut les formuler comme des impératifs. Par exemple, do X, fais ça ou ça si ceci se passe. Alors que dans le cas, je dis ça juste parce que c'est devenu une formule très importante dans la littérature. Searle défend l'idée que les règles constitutives, on peut les formuler de la manière suivante, en disant que X counts as Y dans un contexte particulier C. Cette formule qui n'est pas une formule, qui n'est pas formelle, c'est pas absolument que toute règle constitutive doit à tout prix être formulée de cette manière, mais c'est une manière courante de se rendre compte des règles constitutives. On peut les formuler, Searle les formule de cette manière. X, par exemple, tel ou tel mouvement compte comme échec et mat dans un jeu d'échecs. Ou telle forme de papier, certaines formes de papier comptent comme un billet de dollar dans le contexte de monétage américain, par exemple. Ça, c'est fameusement, on l'appelle counts as formule, la formule counts as. Donc, Searle caractérise la règle constitutive en disant qu'elle constitue et aussi régule une activité dont l'existence est logiquement dépendante des règles. Donc, les règles de manger de telle ou telle manière sont pas constitutives, sont simplement régulatrices parce que le concept de manger n'est pas dépendant de devoir manger de telle ou telle manière, mais les règles de jeu d'échecs sont constitutives parce que le concept même de jeu d'échecs dépend de l'existence de ces règles-là. Alors, les règles constitutives ont un trait distinctif comparé à des règles qui sont simplement régulatrices, c'est qu'elles sont quasiment de caractère tautologique, au sens où, par exemple, les règles du rock définissent ce qu'est l'acte de rocker aux échecs. Elles créent la possibilité même du rock aux échecs. Ainsi, on peut dire que la règle constitutive, dans la caractérisation de Searle, qui est d'ailleurs, Searle est d'ailleurs la figure la plus importante dans la littérature sur la règle constitutive. Il est vraiment le père du concept. On peut dire dans la caractérisation de Searle que les règles constitutives sont définitionnelles de l'acte qu'il constitue. Puisque le rock n'est rien de plus qu'un coup aux échecs, les règles du rock peuvent apparaître comme une règle ou comme une vérité analytique basée sur le sens de rocker aux échecs. Alors, Searle, là, toute cette discussion est venue dans les années 60. Dans les années 60, quand Searle voulait donner sa théorie des actes de parole en termes de règles constitutives, mais plus tard, dans ses travaux postérieurs, Searle a étendu son cadre, son usage des règles constitutives pour rendre compte de tout le monde institutionnel dans cette totalité. Mais là, donc, je me suis concentrée seulement sur la partie des actes de parole. Maintenant, regardons comment Williamson caractérise la règle constitutive. Dans le débat qui concernait l'acte de parole de l'assertion, il y avait un débat comment caractériser le mieux, comment donner une théorie de l'assertion. Dans ce débat-là, Williamson, qu'on peut aussi considérer comme un normativiste, défend l'idée que l'assertion peut être théorisée ou caractérisée en termes de règles. Il y a une règle constitutive à l'acte de l'assertion qui individualise l'acte de l'assertion. Et la caractérisation qu'il donne, Williamson, des règles constitutives, c'est qu'une règle constitutive, seulement si elle est essentielle à un acte. Nécessairement, la règle gouverne chaque exécution de l'acte, chaque instance de l'acte, chaque performance de l'acte. Elle relève de la nature spécifique de l'acte. Donc, pour Williamson, une règle constitutive est une règle qui nécessairement gouverne toutes les instances d'un acte. Alors, l'idée qu'il défend de même, c'est par l'analogie avec les jeux. Il dit que des jeux comme les échecs sont constitués par des règles. L'assertion est analogue au jeu dans la mesure où elle relève aussi d'une règle constitutive, une règle qui est essentielle à l'acte de parole de l'assertion. Alors, les théories normativistes des actes de parole qui défendent que les actes de parole ont une règle constitutive
plaident tous pour une certaine règle C, une certaine règle constitutive de l'assertion ou d'autres actes de parole. Et on peut formuler avec Williamson la règle constitutive de l'assertion de la manière suivante. On peut dire qu'on doit asserter que P seulement si P possède une certaine propriété. Ça, c'est la règle de C-rule, de constitutive. On doit asserter que P, on doit asserter P seulement si elle a une certaine propriété. Maintenant, il y a différents candidats dans la littérature sur les actes de parole pour la propriété qui est constitutive de l'acte de l'assertion. Williamson lui-même privilégie ce qu'on appelle la règle de connaissance. Il pense que c'est la condition de connaissance qui est constitutive de l'acte de l'assertion, dans le sens où on ne doit asserter que ce que l'on sait. Selon Williamson, ça c'est la règle qui est essentielle à l'acte de parole de l'assertion. C'est cette règle-là qui gouverne toutes les instances de la pratique de l'assertion, et c'est dans ce sens que cette règle-là est constitutive de parole de l'assertion. Il y a différents autres candidats au lieu de connaissance, par exemple, justification, vérité, disposition à savoir, etc., etc. Par exemple, il y a des gens qui défendent l'idée que la règle constitutive de l'assertion est la règle de vérité. Pourquoi ce qui gouverne par nécessité, ce qui gouverne de manière nécessaire toutes les instances de l'acte de l'assertion, c'est qu'on doit asserter que ce qui est vrai. Qu'on vise que la vérité, c'est ce qu'on vise dans nos pratiques assertoriques, c'est la vérité. Mais maintenant, abstraction faite de la question particulière de quelle est la norme précise qui est constitutive de l'assertion, ou bien c'est la connaissance, la vérité, etc., abstraction faite de cette question particulière, je pense que l'analogie entre les jeux et les actes de parole, telle qu'elle est présentée dans la littérature, que je vous ai présentée à travers la théorie de Searle et de Williamson, je pense que cette analogie-là pointe vers une distinction à l'intérieur, au sein de la catégorie des règles constitutives, entre deux types de règles constitutives. Alors, regardez, prenons l'exemple, donc je pense qu'il y a deux notions de constitutivité. Une notion qui correspond à la notion searlienne et une notion qui correspond à la notion de Williamsonien. Et ces deux notions ne sont pas les mêmes, elles sont divergentes. Et elles pointent vers une distinction à l'intérieur de laquelle non seulement elles sont différentes, mais que ces deux caractérisations pointent vers une distinction à l'intérieur de la catégorie de règles constitutives. Considérons le domaine de jeu, considérons une règle du roc dans le jeu d'échecs. Toutes les cases qui séparent le roi de la tour doivent être vides. Dans le cas des règles de jeu, on peut dire que la satisfaction des conditions qui sont énoncées dans la règle semble être une condition nécessaire pour pouvoir accomplir l'acte qui est constitué par la règle. Donc, si les cases qui séparent le roi de la tour sur l'échiquier ne sont pas toutes vides, le joueur ne peut pas être dit de roquet. Dans ce sens, on peut dire avec Searle que les règles constitutives, les règles de jeu, sont définitionnelles des statuts. Des statuts, par exemple, échec et mat, ou roquet, etc. De sorte que, dans le sens où le remplissement des conditions qui sont énoncées dans la règle semble être une condition nécessaire pour qu'on puisse obtenir le statut institutionnel, par exemple le statut de roquet. Parce que le sens est que, donc on peut dire dans ce sens que la règle de jeu, la règle constitutive de jeu sont définitionnelles des statuts institutionnels qui sont définis à l'intérieur du jeu, et que le sens du roquet aux échecs s'épuise dans les règles qui définissent ce tout. Alors que si on regarde les actes de parole, par exemple l'assertion ou la promesse, supposons que la règle de la connaissance est bien la règle constitutive de l'assertion. Sous cette hypothèse, parce que j'en ai besoin seulement pour l'argument maintenant. Supposons que c'est la règle de connaissance qui est la règle constitutive de l'assertion. Sous cette hypothèse-là, la condition qu'on doit avoir, la satisfaction de condition qu'on doit avoir la connaissance de ce que l'on asserte, n'est pas une condition nécessaire pour qu'on puisse accomplir l'acte de l'assertion. Si c'est une règle constitutive de l'assertion qu'on ne doit asserter que ce que l'on sait, pour autant, ce n'est pas une condition nécessaire pour accomplir l'acte de l'assertion
qu'on remplisse cette condition de connaissance. Parce que celui qui asserte ce qu'il ne sait pas, bien sûr, ne cesse pas par là de faire une assertion. Donc, dans ce sens, on peut dire avec Williamson que ces règles des actes de parole, si elles sont constitutives seulement dans le sens où la règle gouverne toutes les instances, la règle gouverne toutes les instances de la pratique, mais elle n'est pas une condition nécessaire. La satisfaction des conditions posées dans la règle n'est pas une condition nécessaire pour l'accomplissement même, pour la performance même de l'acte qui est constitué par la règle. Ou si vous prenez l'autre exemple, l'exemple de l'acte de promesse, il y a dans la littérature sur les règles constitutives dans l'acte de parole, c'est connu depuis Searle que la règle constitutive de la promesse, c'est la règle comme quoi on doit exécuter ce que l'on a promis de faire. On a une obligation, il y a une obligation d'exécuter ce que l'on a promis de faire. Et Searle formule cette règle-là dans sa formule connue en disant que promesse counts as endosser une obligation. Et il dit que ça, c'est une règle constitutive de la promesse. Et si on considère la règle donc constitutive de la promesse, à savoir que la promesse engendre des obligations et qu'on a une obligation d'exécuter ce qu'on a promis de faire, alors c'est clair que si cette règle est constitutive de la promesse, ça veut dire que cette règle gouverne toutes les instances de manière nécessaire, toutes les instances de la pratique de promesse, mais que bien sûr, celui qui n'a pas l'intention d'exécuter ce qu'il a promis ne cesse pas par là d'avoir fait une promesse. Donc, je pense qu'il y a une distinction entre deux types de règles que je vais appeler définitionnelles et essentielles en prenant le terme définitionnel de la caractérisation de Searle et le terme essentiel de la caractérisation de Williamson. Dans le cas des règles que je vais appeler des règles constitutives que je vais appeler définitionnelles, la satisfaction des conditions énoncées dans la règle est une condition nécessaire pour accomplir l'acte. Mais dans le cas des règles que j'appelle essentielles, ces règles gouvernent par nécessité chaque exécution de l'acte dont il est un principe constitutif, sans qu'il soit une condition nécessaire à l'accomplissement même de l'acte, que les conditions nécessaires dans la règle soient remplies. Alors, l'idée, donc là, il semble qu'on a deux types de règles constitutives, et l'idée de départ de la distinction, pour moi, l'idée initiale que j'ai eue pour introduire cette distinction, c'est que lorsqu'on parle des règles constitutives des actes de parole en analogie avec les règles constitutives des jeux, en effet, il ne fallait pas prendre le camp avec Williamson ou Searle. Il ne fallait pas faire l'analogie entre les jeux et les actes de parole et essayer de voir quel camp on va opter pour, ou bien Williamson ou bien Searle. Non, je pense plutôt qu'il faudrait diviser les tâches. Quand il s'agit des règles de jeu, les règles de jeu sont mieux caractérisées par la caractéristique en termes de la notion searlienne de règles constitutives, alors que les actes de parole sont mieux caractérisés en termes de la notion williamsonienne de règles constitutives. Donc ça, c'est l'idée initiale de la distinction entre deux types de règles, qu'il faudrait diviser les tâches. Les jeux sont mieux comprises en termes de règles définitionnelles qui posent les conditions nécessaires pour obtention d'un statut institutionnel, alors que les actes de parole sont mieux caractérisés en termes williamsoniens, comme quoi il y a des règles qui, de manière nécessaire, gouvernent toutes les instances de pratique, mais qui ne posent pas de conditions nécessaires pour la performance même des activités qui sont constituées par des règles. Or, le problème maintenant, c'est que le problème qui émerge, c'est que l'analogie entre, si je divise les tâches de cette manière que vous voyez, alors l'analogie entre les jeux, d'une part, les actes de parole ou d'autres institutions d'autre part, elle semble se briser. Il semble maintenant qu'il y a une asymétrie entre les jeux, les règles de jeu et les règles constitutives d'autres institutions, en particulier les actes de parole. Or, puisque le problème, pourquoi c'est un problème? Parce que les jeux sont le domaine prototypique des règles constitutives. Et puisque ce sont les jeux qui sont des prototypes de pratiques constituées par les règles constitutives, puisque le concept même de règles constitutives vient du domaine de jeu, alors une distinction entre deux types de règles constitutives ne peut avoir de sens que si elle a de l'application
dans, dans le domaine des jeux aussi. Qu'aussi l'usage des règles constitutives dans les domaines, dans les autres institutions, est analogue à l'usage dans le cas prototypique, qui est le domaine de jeu. Et donc, ça, c'est exactement ce que je vous suggérais dans la suite de cet exposé. Je veux dire que les deux types, parce que tel que je l'ai présenté, j'ai dit que les règles de jeu semblent plus compatibles avec la notion sarlienne et les règles des actes de parole et d'autres institutions, par extension, semblent plus compatibles avec l'idée williamsonien. Donc, comme si une distinction entre deux types de règles ne fait plus sens parce que si sont des règles constitutives, ils doivent avoir en premier lieu leur application dans le domaine des jeux. Et ce que je vais suggérer dans la suite, c'est qu'en fait, oui, on pourrait reconstruire une analogie, c'est ce que je veux faire, de reconstruire une analogie entre les jeux d'une part, les autres institutions sociales d'autre part, en termes appropriés. Je vais reconstruire une analogie pour montrer que la distinction que je veux présenter entre deux types de règles constitutives a bien son application dans le domaine des jeux et par extension, par analogie, dans d'autres types d'institutions sociales. Et donc, la distinction généralisée, là, maintenant, je vais sortir du domaine des actes de parole et de philosophie du langage. Je vais généraliser la distinction. Dans l'introduction de l'exposé, j'ai présenté brièvement la distinction généralisée telle que je l'entends. C'était la suivante. Des principes définitionnels se rapportent à l'instanciation des pratiques institutionnelles dans un contexte particulier institutionnel. Ils se réfèrent à l'instanciation des institutions dans des contextes particuliers, alors que le principe essentiel se rapporte à la structure sous-jacente de la pratique institutionnelle et donne sens à la pratique même, sous un niveau plus abstrait et plus fondamental. Mais là, l'idée, en effet, cette distinction généralisée a eu sa base dans l'idée initiale avec Sir David Williamson. L'idée initiale était que les règles définitionnelles sont liées aux conditions d'obtention de statut institutionnel. Il pose les conditions d'obtention des statuts institutionnels, alors que la règle essentielle joue un rôle plus arrière-plan. Ils gouvernent seulement les pratiques, mais ils ne sont pas directement liés. Elles ont une fonction sous-jacente et elles ne sont pas directement liées aux conditions d'obtention des statuts institutionnels. C'est pourquoi on voit le rapport de l'idée initiale de la différence entre les règles définitionnelles et essentielles telles que je l'ai noté chez Sir Williamson et maintenant la généralisation qui se rapporte encore au fait que les principes définitionnels sont liés à l'instanciation de pratiques institutionnelles et de conditions de fonctionnement et d'obtention, alors que les principes essentiels jouent des rôles téléologiques plus fondamentaux. Alors maintenant, mon affirmation, donc, dans ce qui suit, la thèse que je veux défendre, c'est que, et c'est exactement là où je veux reconstruire l'analogie, c'est que les jeux, ainsi que de nombreuses autres institutions sociales, impliquent à la fois des principes définitionnels et des principes essentiels. Et je vais commencer par certains exemples, juste pour rendre la distinction plus tangible, avant de passer à l'explication de la distinction. Je vais donner des paires d'exemples de différentes institutions. Prenons une paire d'exemples du domaine des jeux. Prenez le principe que le fou d'échecs peut se déplacer en diagonale. Ça, c'est ce que j'appelle un principe définitionnel parce que le fou, en tant qu'une pièce d'échecs, est défini via ce principe d'être défini pour être la pièce qui bouge de manière diagonale. Et cette manière diagonale de bouger, partiellement définit en quoi consiste être un tour dans le jeu d'échecs. Donc ça, c'est un principe définitionnel qui pose les conditions d'obtention. Et maintenant, prenez un autre principe, de nouveau dans le domaine des jeux. Le but des jeux compétitifs est de gagner. Ça, c'est ce que j'appelle un principe essentiel parce que ça se rapporte à un but de la pratique sociale des jeux compétitifs, ce en vue duquel on a la pratique. Gagner dans le contexte de jeux compétitifs est comme une valeur qui donne sens à l'ensemble de la pratique de jouer aux jeux compétitifs. Maintenant, prenons un exemple de l'argent, de monnaie. Un certain type de papier à encre verte émise par le bureau d'engravure et d'impression est $1. Ça, c'est ce que j'appelle une règle définitionnelle parce que ça fait partie des conditions par lesquelles
le statut de dollar est imposé sur un certain pièce de papier. Mais le fait que l'argent est un moyen d'échange, ça c'est ce que j'appelle un principe essentiel parce que ça se rapporte à la raison d'être de l'argent dans la société humaine, ce en vue duquel on a l'argent en premier lieu dans la société humaine. Et pour prendre un exemple des actes de parole, comme vous pouvez prévoir, deviner, les promesses génèrent les obligations. Ça, c'est une règle essentielle parce que ça se rapporte au but de la pratique de promesse, soit en vue duquel cette pratique est en force dans la société humaine. Sa raison d'être, la raison d'être de l'acte de parole de promesse, c'est qu'elle génère de l'obligation. Alors, la thèse que je veux défendre, c'est que les principes définitionnels et les principes essentiels, que maintenant je vais expliquer en généralisation, relèvent de deux niveaux différents dans nos relations avec les institutions et que nous pouvons être, donc, c'est une histoire de nivellement, de niveautage et qu'on peut étendre ce nivellement à de nombreuses autres institutions. Je vais vous raconter cette histoire de nivellement, mais je vais me concentrer seulement sur les pratiques institutionnelles pour le moment. Dans ce qui suit, je vais me baser sur les pratiques sociales, mais je pense que cette analyse peut être étendue à d'autres entités institutionnelles comme le gouvernement, argent, etc., monnaie, université, etc. Alors, je vais alors poser les premières pierres de la reconstruction de l'analogie entre les jeux et les actes et les autres institutions sociales sur l'idée suivante de niveautage. Considérez le roquet aux échecs. Le rock n'est pas une pratique autonome. Le rock est une composante de la pratique du jeu d'échecs. Elle-même, le rock est une partie. Le rock est un tout défini à l'intérieur du jeu d'échecs. Le rock n'est pas lui-même une pratique autonome. Elle prend sa signification de l'intérieur du contexte de jouer aux échecs. Ça veut dire que pour être signifiant, ça dépend pour être signifiant du fait qu'il y ait un jeu d'échecs à l'intérieur duquel on a défini son mouvement, ce coup de roquet. Maintenant, prenez le jeu d'échecs lui-même. Le jeu d'échecs est une pratique autonome, est une pratique sociale. Le jeu d'échecs lui-même n'est pas un composant des jeux compétitifs. Le jeu d'échecs est une manière de jouer, est une espèce de jeu compétitif, est une manière d'engager dans le jeu compétitif, est une pratique autonome, est une pratique sociale. Maintenant, prenons le mariage français. Mariage français comme analogue au jeu d'échecs. Mariage français elle-même est une pratique autonome. C'est une institution autonome. Ce n'est pas un composant de mariage. C'est une espèce de mariage. C'est une façon de se marier. C'est une manière de se marier. C'est une instantiation de la pratique générale de mariage sous une forme de mariage français qui constitue elle-même une institution particulière. Alors, prenez maintenant un concept comme garçon d'honneur ou lune de miel comme analogue à roquet et à échec et mat sont des concepts définis à l'intérieur de garçon d'honneur. On n'est pas une instance de mariage, c'est un composant de la pratique de mariage, de mariage anglosphérique. C'est un concept qui est défini et qui prend sa signification seulement à l'intérieur du contexte de certains types de mariages, des mariages par exemple anglosphériques. Et pour être significatif, elle dépend de l'existence de ces institutions, de ces formes particulières de mariage qui sont des mariages, disons, occidentaux ou anglosphériques. Maintenant, la thèse que je défends, c'est que le roquet, dans son niveau du haut, des concepts définis à l'intérieur des institutions comme roquet, échec et mat, d'une part, ou comme garçon d'honneur, lune de miel d'autre part, ne possèdent pas de principes essentiels. Ils possèdent seulement des principes définitionnels. Parce qu'eux, ils ne sont pas de pratiques autonomes en eux-mêmes. Mais à ce niveau intermédiaire, le jeu d'échecs et le mariage français
en tant que dans la mesure où elles sont des pratiques sociales autonomes, elles possèdent à la fois des principes essentiels et des principes définitionnels. Et dans le niveau du bas, jeu compétitif et mariage, on n'a que des principes essentiels. On n'a pas de principes définitionnels. Ça, c'est l'histoire du niveautage que je vous racontais. Et le même nivellement, on peut l'étendre à d'autres institutions comme achat et vente, voter, gouverner, etc., etc. Donc, très grossièrement, le jeu d'échecs et mariage français sont sur un niveau et les jeux compétitifs, le concept abstrait de jeu compétitif et de mariage sont sur un autre niveau. Les mariages ne peuvent pas être accomplis tout court, comme ça, de même que le jeu compétitif ne peut pas être performé tout court. Si deux personnes décident de se marier comme ça, sans cadre, ils ne peuvent pas le faire, ils ne savent pas quoi faire. Le mariage comme ça, tout court, ne peut pas être performé, de même que le jeu compétitif. Si deux personnes décident de jouer un jeu compétitif, elles ne savent pas encore comment elles devraient procéder. Pour que cette pratique soit performable, il y a besoin qu'il s'instancie, qu'il se réalise pour leur réalisation, il y a besoin qu'il s'instancie dans une forme particulière qui leur donne, qui donne leur manifestation concrète, sous une forme institutionnalisée particulière. Alors, les principes sous-jacents au mariage tout court et aux jeux compétitifs, indépendamment des formes qu'elles prennent, que ces pratiques prennent dans différents contextes, sont ce que j'appelle des principes essentiels. Lorsque ces pratiques sociales sont institutionnalisées sous une forme ou une autre, par exemple sous forme de mariage français ou mariage islamique, etc., on passe, pour l'institutionnalisation, on passe par ce que j'appelle des principes définitionnels qui portent sur la détermination de la forme de la pratique et son fonctionnement. Les principes définitionnels déterminent comment la pratique doit être réalisée ou instanciée sous une forme particulière sur le fond de ces règles essentielles de base. Donc, on a des jeux compétitifs, mariage et voter d'une part, et on a des institutionnalisations, des formes institutionnalisées de ces pratiques d'autre part, comme échec et football, comme mariage français ou islamique, comme voter en France ou aux États-Unis, etc., etc. Donc, la constitution de cette pratique sociale doit s'accompagner d'une distinction entre deux niveaux. À un niveau, le niveau sous-jacent, nous avons des principes essentiels qui concernent ces pratiques sociales à l'état brut ou nu, c'est-à-dire en abstraction de leur instanciation sous une forme particulière institutionnalisée. Et à un niveau plus superficiel, nous avons des principes définitionnels qui se rapportent à l'institutionnalisation de ces pratiques, qui donnent forme à ces pratiques et qui déterminent comment le statut institutionnel obtient. L'idée sous-jacente, c'est que les pratiques sociales telles que les jeux compétitifs ont émergé en vue de certains besoins et valeurs et fonctions dans les sociétés humaines, qui sont émergés en vue d'un but et ces buts-là et ces valeurs et fonctions de base révèlent leur place au sein des sociétés humaines. C'est pourquoi les principes que j'ai appelés les principes essentiels se rapportent à la relation entre les pratiques institutionnelles et des valeurs et des buts sous-jacentes en vue desquels ces pratiques sont déterminées ensuite sous une forme particulière pour être réalisables ou performables. Maintenant, pour compléter le tableau que j'ai dessiné, je veux aussi affirmer que, comme vous pouvez me deviner, les actes de parole, comme la promesse et la certé, n'ont pas besoin d'institutionnalisation dans la mesure où la promesse et l'assertion peuvent se réaliser tout court. Ils n'ont pas besoin d'une forme institutionnalisée particulière pour leur performabilité. C'est pourquoi il est difficile de parler de principes définitionnels en ce qui concerne les actes de parole du langage ordinaire. Donc, juste pour expliquer un peu plus, alors que des pratiques sociales telles que les jeux compétitifs, mariage, l'achat et vente, etc., peuvent être réalisées en dehors d'une réalisation institutionnalisée, un acte tel que promettre, tel que nous le connaissons dans le langage courant, reste une pratique sociale sans besoin d'institutionnalisation
Les actes de parole ordinaires désignent alors des pratiques sociales qui se distinguent du mariage de jeu dans la mesure où ils n'ont pas besoin d'un formatage particulier pour qu'ils soient performables. Bien sûr, même dans le cas des actes de parole comme promesse, on a besoin d'un moyen d'expression. La promesse se réalise et se performe dans son expression même. Donc, il faut qu'il y ait un moyen d'expression en termes de signes conventionnalisés, compréhensibles, ou surtout dans une langue naturelle conventionnelle qu'on français. Mais le fait qu'il y ait besoin que la promesse soit exprimée d'une manière, qu'il faut qu'il y ait un moyen de l'expression pour la promesse, ne veut pas dire l'institutionnalisation de la pratique elle-même. Bien que l'acte de promesse ait besoin d'être exprimé pour sa performabilité, cette concrétisation dans un certain langage conventionnel ne signifie pas l'institutionnalisation de la pratique même. Donc, certes, pour promettre, on doit exprimer à l'interlocuteur notre intention de promesse, mais la réponse aux deux questions, comment promettons et quelles conséquences normatives découlent de l'acte de promesse, la réponse à ces deux questions-là peut être donnée sans référence à une façon particulière par laquelle nous exécutons l'acte de promesse. Alors qu'au contraire, dans le cas du mariage et des jeux compétitifs, une réponse à ces deux questions ne peut pas être donnée indépendamment d'un contexte particulier dans lequel le comment et le quoi alors de la pratique ont été déterminés. Donc, je récapitule. Les principes définitionnels déterminent les conditions d'obtention ou de fonctionnement des entités institutionnelles dans un certain contexte institutionnel. Ils ont un rôle déterminant dans l'instanciation et la réalisation même des entités institutionnelles, mais les principes essentiels font situer les institutions au sein des sociétés humaines. Ils dévoilent le locus, le lieu, la place des institutions sociales. Ils sont liés à la valeur et dans le sens à ces institutions dans son ensemble, dans la mesure où les pratiques institutionnelles émergent pour remplir une fonction dans la société humaine. Les institutions sociales ont un certain but, en vue duquel elles émergent et restent comme existantes. Les principes essentiels relèvent de la raison d'être des institutions sociales. Ils reposent donc sur le fondement des institutions sociales comme type d'acte, et sont donc indépendants du contexte. Alors, dans ce qui suit, je vais brièvement maintenant, avec cette distinction, je vais passer par deux cadres qui ont été donnés pour rendre compte des institutions sociales et légales, pour vous montrer que même dans ces deux cadres qui ont l'air opposés, on peut et on doit bien être disposé avec cette distinction, ou au moins on peut très bien situer cette distinction à l'intérieur de ces deux cadres. Ces deux cadres, oui. Je commence par cadre essentialiste Adolf Reinach. Malheureusement, Adolf Reinach est très passionnant. Je n'aurai pas le temps de parcourir sa théorie, mais je veux seulement mentionner une caractéristique de ce que j'appelle des règles essentielles à travers le travail de Reinach qui me semble suggestive. L'idée de Reinach était un théoricien du droit et aussi un phénoménologue appartenant à la tradition de la phénoménologie réaliste. Et il a un concept d'acte social qui est très proche du concept d'acte de parole qui a été postérieurement, 50 ans plus tard, défendu par Austin et Searle dans la tradition d'acte de parole. Et très grossièrement, pour Reinach, un acte social est un acte qui doit être adressé à quelqu'un d'autre. C'est un acte qui doit être adressé et exprimé. Mais dans cette expression même, un acte qui se accomplit, qui se réalise dans l'expression, dans l'expression même, dans le fait même d'être adressé à l'autrui. Du coup, vous voyez, c'est très similaire au concept d'acte de parole dans la philosophie du langage. Des exemples sont genre commander, questionner, révoquer, promettre, etc. Reinach beaucoup concentre sur l'exemple de promesse élaborément. D'ailleurs, comme Austin et Searle, les personnes de tradition de philo du langage aussi focalisent sur l'exemple de promesse. Et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est l'exemple de promesse qui est très lié à ce dont je parle. Mais à part sa théorie de acte social, Reinach est aussi
par son héritage d'étudiant de droit, il a aussi une théorie du domaine légal. Et c'est en fait plutôt sur cette théorie du domaine légal de Reinach que je vais m'arrêter maintenant. Selon Reinach, il existe des entités basiques légales qu'il appelle des structures rechtlich, il les appelle, qui sont des entités de base qui préexistent à tout droit positif. L'exemple de ces entités, c'est obligation et prétention. Prétention, je le traduis pour claim en anglais. L'idée, c'est que dès que si j'ai une obligation envers vous, corrélativement, vous allez avoir une prétention envers vous. Donc, c'est ça l'idée de prétention. Donc, selon Reinach, obligation et prétention sont des entités de base légales qui existent, qui préexistent le domaine du droit et qui sont des entités qui forment une catégorie ontologique d'objets temporels d'un certain type particulier. Et bien sûr, parce que l'obligation est une entité temporelle, c'est un objet temporel. Il y a un début et un fin à chaque obligation. Ça se dissout et ça se dissout et ça commence. Selon Reinach, les obligations et les prétentions sont une catégorie ontologique qui ont leur être propre et qui sont indépendants de toute loi positive, qui préexistent à toute convention humaine, toute création humaine, et qui sont là pour eux-mêmes et qui sont des propriétés en eux-mêmes. Il suffit parce que là, il est en plus phénoménologiste, il suffit qu'on regarde ces entités pour pouvoir intuiter, pour voir les propriétés qui sont essentielles à ces entités-là. Alors, selon Reinach, ces entités-là, comme des obligations, ont des propriétés qui leur sont essentielles et l'attribution, il y a donc des lois essentielles qui tiennent de ces entités-là. Si on formule des propositions pour exposer les propriétés essentielles à ces entités-là, on a par là une loi qui est essentielle, une loi essentielle à propos de ces entités-là. Une loi essentielle ou ce qu'il appelle aussi une loi a priori. Une des lois essentielles dans le domaine légal selon Reinach, c'est que les promesses génèrent des obligations. Selon Reinach, ça c'est ce qu'il appelle une loi essentielle. Il dit que nous avons trouvé dans la promesse un acte d'un type particulier et nous affirmons qu'il est dans l'essence même de cet acte de produire des prétentions et des obligations. L'idée, c'est que l'obligation qui est issue de promesse, l'obligation promissoire, c'est fondé dans la nature même de la promesse en tant qu'un acte. Que l'acte de promesse en elle-même, as such, par sa nature, génère des obligations. Et c'est ça ce qu'il appelle une loi essentielle dans le domaine légal, qui préexiste tout droit positif, qui préexiste toute création humaine, toute conventionnalité. Alors, les lois essentielles a priori donc, sont indépendantes de toute convention et elles tiennent de manière nécessaire et universelle. C'est pourquoi il les appelle a priori, parce qu'il entend par là nécessaire et universel. Mais il ne faut pas entendre une notion mystifiée par le mot a priori. Ce qu'il entend par là, simplement, ou au moins la lecture qu'on peut en donner, c'est simplement que quand on dit que cette loi est essentielle ou a priori, que promesse est une obligation, ça veut simplement dire que pour tout x, si x est une promesse, alors x génère une obligation et ne peut pas ne pas générer une obligation. C'est tout. C'est tout ce qu'on entend par là. Donc, Reinach oppose ces lois essentielles, par exemple, la promesse génère une obligation, oppose ces lois-là radicalement, en opposition radicale avec des normes décrétées ou posées par la loi positive, qui sont les résultats de promulgation ou disposition. L'idée, c'est que les règles, par exemple, on peut décréter que désormais, toute personne qui a plus de 16 ans va être considérée comme une personne majeure. Depuis quand cette loi devient promulguée, décrétée et posée, désormais, ça devient le cas que chaque personne qui a plus de 16 ans va être considérée comme une personne majeure. Mais cette loi-là, donc c'est ce qu'on appelle disposition ou enactment en anglais, ces lois-là sont un peu comme des règles constitutives. Ils font être. Par le fait qu'on les pose, ils font être, ils font que les choses soient telles qu'ils l'ont annoncé. Mais Reinach oppose ce qu'il appelle des lois essentielles
radicalement avec des normes décrétées de cette sorte par la loi, parce que ces normes décrétées par la loi, comme par exemple la condition d'être majeur pour une personne de plus de 16 ans, c'est complètement arbitraire. Ces normes décrétées par la loi positive peuvent avoir n'importe quel contenu, parce qu'ils sont arbitraires, et peuvent durer pour n'importe quelle durée du temps. Alors que les lois essentielles se tiennent de manière nécessaire et universelle. Et complètement préexistant les conventions humaines et les droits positifs. Alors, ce qui est suggestif pour mon propos, c'est que les lois essentielles, ce que lui il appelle les lois essentielles, et en particulier le lien entre la promesse et l'obligation, ils ont une caractéristique chez Reinach qui est qu'ils sont immédiatement intelligibles. Et je pense que c'est ça dont je parlais qui est suggestif. L'idée, c'est qu'il s'agit ici d'un rapport a priori, je dirais, dont la conception immédiatement évidente peut être réitérée autant de fois que le sujet y porte son attention. Ça veut dire qu'autant de fois, il suffit pour un sujet de porter son attention sur la nature, d'intuiter la notion même de promesse pour pouvoir voir n'importe combien de fois le fait que la promesse génère une obligation. Donc, les lois essentielles, qui sont un peu similaires à ce que j'appelle des principes essentiels en règle positive, ont cette propriété d'intelligibilité et sont épistémologiquement supérieurs par rapport à ce que j'appelle les principes définitionnels. L'idée, c'est que le fait que la promesse peut seulement exister en association avec obligation corrélée semble avoir une intelligibilité intrinsèque. Ce fait est self-évident et découle de la nature des choses. Que la promesse génère nécessairement des obligations est plutôt ancrée dans l'essence même de la promesse à laquelle nous avons un accès cognitif particulier, quelque chose que nous saisissons immédiatement et par excellence. Il n'y a aucune trace d'une telle compréhension lorsque nous apprenons que le pion est la seule pièce aux échecs qui ne peut se déplacer qu'en avançant et jamais en arrière. Donc là, vous voyez un contraste entre une règle comme la règle de jeu d'échecs qui est à mémoriser et à apprendre versus une règle comme la règle de la promesse qui semble être en lui-même intelligible. Une fois qu'on comprend, il suffit qu'on comprenne ce qu'est une promesse pour voir qu'une promesse génère une obligation. Alors, on ne peut pas vraiment oublier ces règles. Il suffit de considérer la nature de l'acte de promesse, d'obligation ou de prétention pour retrouver les relations fondamentales entre eux. Cela contraste fortement avec la non-intuitivité des règles de base des échecs. Le lien entre une tour et son mouvement simplement stipulé peut facilement être oublié et ne peut être redécouvert simplement en considérant la forme de la pièce. Donc, vous voyez que même dans ce cadre essentialiste, on peut encore situer et à un niveau de base des choses qui possèdent pour moi, c'est ce que je retiens de la théorie de Reinach qui est considérée comme une théorie essentialiste, c'est que ce que moi j'appelais les principes essentiels ont cette intelligibilité, le fait que c'est difficile de les oublier, versus les principes stipulatifs des jeux d'échecs ou des conditions d'obtention des institutions sociales qui n'ont pas qui ont cet aspect arbitraire et qui n'ont pas cette intelligibilité. Alors, l'idée, il semble que, si je peux me permettre de formuler comme ça, que les principes définitionnels sont plutôt une question d'apprendre, alors que les principes essentiels sont davantage une question de comprendre. Que l'échec et maths soit obtenu de telle ou telle manière est une question d'apprendre, de mémoriser la règle de l'échec et maths, alors que le fait que l'objectif des joueurs est de gagner est plutôt une question de comprendre ce qu'est un jeu compétitif. Alors maintenant, on peut objecter que ce que j'ai appelé les principes de règles essentielles, tels que je les caractérisais comme donnant sens à des pratiques sociales dans leur ensemble, etc., nous pourrions aussi bien les expliquer dans un cadre conventionnaliste. Et c'est ça avec quoi je vais finir mon exposé. Et que si ils ont cette intelligibilité, le fait que c'est difficile de les oublier, c'est simplement parce que ils sont des conventions, disons, plus profondes, qui sont plus enracinées dans la société humaine, mais pour autant, elles restent des conventions. Donc ça, c'est le cadre que je vais regarder maintenant. C'est le cadre d'André Marmont, qui défend une théorie des pratiques sociales en termes de conventions habituellement conventionnelles.
L'objection qu'il pourrait me donner, c'est que les règles essentielles pour tout de même, tout bien, autant bien être des conventions, et que s'ils ont cet aspect d'être plus épistémologiquement fondamental, c'est simplement parce qu'ils sont des conventions, disons, plus profondes. Alors, très vite fait, le cadre de Marmor. Marmor définit des conventions comme un sous-ensemble de règles ou normes sociales. Et il utilise le terme règles et normes de manière intermédiaire. Donc, règles sociales, de normes sociales, il utilise interchangeable et il définit une règle de norme sociale comme des prescriptions qui sont censées guider l'action et qui sont largement suivies dans certaines communautés. Donc, ça, c'est juste ce qu'il appelle la règle sociale. Et puis, convention, pour Marmor, c'est une sous-classe des règles sociales. Les conventions sont celles des règles sociales qui sont arbitraires. Parce que le trait essentiel des conventions, c'est que les conventions doivent être arbitraires. La condition d'être arbitraire, c'est une double condition. En fait, il y a deux conditions pour quelque chose d'être arbitraire. Un ensemble, une règle R ou un ensemble de règles R est arbitraire si elle a une alternative concevable, premièrement, disons S, qui aurait pu être suivie à la place de R sans perte significative de sa fonction ou de son objectif. Ça veut dire qu'une règle, si une règle est arbitraire, alors il se trouve que c'est la règle qu'on suit, que nous aurions pu suivre une autre règle à la place, atteignant le même objectif. Et la deuxième condition pour qu'une règle soit arbitraire, c'est qu'une des raisons de suivre R au lieu de S, une alternative, dans des circonstances appropriées, c'est que R s'avère d'être la règle que les autres la suivent aussi. Ça veut dire qu'il devrait être vrai que pour expliquer pourquoi on suit la règle R, il faudrait qu'on fasse appel, entre autres, en partie, au fait que R, c'est la règle que les autres gens aussi suivent. Ça, ce sont les deux conditions pour qu'une règle, on dit que c'est arbitraire. À savoir qu'il faut qu'il y ait une alternative, de sorte qu'une partie des raisons qu'on suit cette règle-là au lieu de son alternative, c'est que les autres aussi suivent cette règle-là. Alors, donc, les conventions sont des règles qui sont arbitraires, donc c'est leur trait essentiel. Maintenant, Marmor définit une sous-classe de conventions. Il y a un type de convention qu'il appelle des conventions sociales et constitutives. Les conventions sociales, maintenant, sont des conventions, donc des règles arbitraires, qui constituent les pratiques sociales en tant que type d'activité. Les conventions constitutives forment un système imbriqué de règles qui constitue la pratique dans son ensemble. Elles participent à la constitution du concept même de la pratique, si bien que ce dernier, le concept de la pratique, est difficile à imaginer sans les règles qui la constituent. Donc, dans ce sens, on peut dire que les conventions constitutives à la Marmor sont en fait des règles constitutives, c'est juste qu'elles sont leur nature et convention, elles sont arbitraires. Dans ce sens, un jeu comme échec, c'est une pratique qui est constituée par des conventions sociales dans la théorie de Marmor. Un ensemble de conventions qui régulent le jeu en même temps qu'ils constituent le jeu et définissent le sens à la pratique. Et donc, les pratiques sociales conventionnelles sont des pratiques qui sont constituées par des conventions sociales dans la théorie de Marmor qui est radicalement conventionnelle. Donc, comme les jeux structurés, les cérémonies sociales, certaines formes d'art ou pratiques d'étiquette, etc., etc. Maintenant, les conventions constitutives sociales chez Marmor constituent et régulent les activités parce qu'elles sont des règles sociales, hein, des règles sociales qui sont arbitraires. Donc, ils régulent les activités, en même temps, ils constituent les pratiques sociales, mais en même temps, ils ont une autre fonction qui est qu'elles constituent des valeurs, ce qu'ils appellent des valeurs fortes. Des valeurs qui se rapportent à la nature de l'activité et au genre de la chose dont il s'agit. Par exemple, le but de gagner ou la distraction de la réalité sont des valeurs qu'on peut attribuer à l'activité de jouer au jeu compétitif en général, qui donne sens à l'ensemble de la pratique de jeu compétitif. Donc, comme si on a la pratique sociale, il y a des valeurs, au fond, qui sont partie de la constitution de la pratique sociale, qui se rapportent à la nature de l'activité, comme, par exemple, vouloir gagner ou se distraire de la réalité, comme des valeurs liées à ce que sont l'activité de jouer les jeux compétitifs en général. L'idée, c'est que les conventions sociales ont pour but de répondre à une variété de besoins et de valeurs humaines
qui se trouvent à l'arrière-plan de la pratique sociale, qui donnent sens à la pratique dans son ensemble, qui sont à la base des raisons en vue desquelles la pratique est constituée en premier lieu. Maintenant, afin de comprendre comment, donc de sorte que les pratiques sociales sont, dans un sens, des matérialisations ou des instantiations conventionnelles de ces raisons et des valeurs qui sont sur l'arrière-plan. Alors maintenant, pour comprendre comment les conventions peuvent être des matérialisations de ces valeurs et des buts et des fonctions, etc., des besoins humains, Marmor introduit une distinction entre deux types de conventions. Si, entre les conventions qu'il appelle conventions de surface et conventions profondes. Si je comprends bien Marmor, on peut distinguer alors entre trois couches dans la théorie de pratique sociale de Marmor. Il y a une première couche qui est la couche des valeurs. Ce sont des valeurs qui sont à la base des raisons en vue desquelles la pratique sociale émerge initialement. Des valeurs qui sont au fond de toute pratique sociale. Ensuite, on a ce qu'il appelle des conventions profondes qui sont développées comme réponse directe possible à ces valeurs-là. Ensuite, on a une troisième couche qui est les conventions de surface qui sont elles-mêmes des instantiations des conventions profondes. Alors, comment comprendre ces deux niveaux de conventionnalité, comment ça fonctionne? Je vais l'expliquer par un exemple, qui est d'ailleurs l'exemple de Marmor lui-même, c'est l'exemple du code vestimentaire. Supposons que la valeur qui sous-tend notre pratique du code vestimentaire est de montrer du respect aux gens par une apparence extérieure. Supposons, juste pour exposer. Maintenant, si on a cette valeur-là de montrer du respect aux gens par une apparence extérieure, en réponse à cette valeur-là, on peut plusieurs types de pratiques sociales pourraient être développés comme réponse directe à cette valeur. Par exemple, on peut peindre nos visages avec différentes couleurs, on peut mettre différents types de boucles d'oreilles, on peut porter différents types de plumes, ou on peut porter des vêtements de certaines manières dans différentes circonstances, etc. Chacune de ces ensembles de normes, qui par exemple peindre avec différents types peindre avec différentes couleurs, etc., donne lieu à une pratique sociale différente en réponse à la valeur de base qui est fixe, qui est montrée au respect. Mais comme il s'avère que ce que nous avons adopté dans notre société, c'est de porter des vêtements, de différents vêtements dans différentes circonstances. Mais encore, à ce niveau-là, donc, on a cette pratique de porter différents vêtements. Ça, c'est notre pratique du code vestimentaire. Mais encore à ce niveau, on ne sait pas encore quoi faire. On n'a pas encore des conventions précises à pouvoir suivre. Donc, ces conventions-là, à savoir ce schéma normatif de porter différents vêtements dans différentes circonstances, doit à son tour matérialiser dans des conventions qu'il appelle des conventions de surface, qui déterminent maintenant exactement des choses qu'on peut maintenant suivre. Par exemple, porter un costume ou une cravate dans une cérémonie de mariage ou dans une séance d'enterrement, il ne faut pas porter du rouge, etc., etc. Donc, on peut dire qu'il y a quelques des caractéristiques des conventions profondes, c'est qu'elles émergent comme des réponses normatives aux besoins sociaux et psychologiques de base humains. Ils forment un arrière-plan normatif sur lequel se matérialisent les pratiques. Ensuite, les conventions profondes permettent généralement un ensemble de conventions de surface émergées, de sorte que se conformer à des conventions de surface est une manière de faire, se conformer à des conventions profondes. Donc, dans des circonstances normales, les conventions profondes sont en fait pratiquées en suivant les conventions de surface, de sorte que les conventions de surface sont différentes manières de pratiquer les conventions profondes. Et puis, quatrièmement, les conventions profondes sont généralement beaucoup plus durables et moins susceptibles de changer. Donc, les conventions profondes émergent dans une société de manière progressive et Marmor dit qu'ils sont comme des aspects organiques de notre monde social et qu'on peut envisager une société pas très loin de nous dans laquelle les gens ne jouent pas le jeu d'échecs, mais que c'est beaucoup plus difficile à nous d'envisager une société humaine ou au moins beaucoup plus lointaine à nous, une société dans laquelle il n'y a même pas de jeu. Donc, ces conventions profondes émergent très progressivement et sont difficiles à changer. Alors, la question, c'est
si elles sont si résistantes à la modification et si sont des aspects organiques de notre monde social, pourquoi elles sont des conventions? Ben, la réponse est claire. Comme je viens de donner l'exemple du code vestimentaire, c'est simplement parce que le critère principal d'être en convention, c'est que la règle doit être arbitraire et que les conventions profondes sont arbitraires. Donc, cet aspect d'arbitraire, dans le sens qu'on a vu avec l'exemple du code vestimentaire, à savoir que on aurait pu avoir, au lieu de porter différents vêtements, on aurait pu porter différents boucles d'oreilles, etc., etc. Donc, l'idée, c'est que le contenu des normes profondes, leur contenu est sous-déterminé par les raisons des instances. Donc, il reste des conventions. Alors, maintenant, si on l'applique au jeu, genre, c'est complètement simplifié, mais supposons que des valeurs, il y a un ensemble de valeurs et besoins qui constituent une pratique sociale. Mais concernant particulièrement on le gagnait, en réponse à cet ensemble de valeurs, il y a différentes réponses normatives qui ont été données, qui ont constitué un schéma normatif de background, de arrière-plan, en particulier qu'on vise à gagner dans les jeux compétitifs. Mais puis ça doit se instantier lui-même dans une convention de surface, à savoir qu'on vise l'échec et mat dans le jeu d'échecs. Donc ça fonctionne de cette manière, très grossièrement et vraiment en simplifiant. Mais donc l'idée, c'est que les règles des jeux telles qu'on les connaît, paradigmatiques, sont des conventions de surface, mais jouer le jeu d'échecs avec ces règles, ces conventions de surface, n'est possible que sous le fond d'un schéma normatif d'arrière-plan qui constitue la pratique plus générale, la pratique humaine de jouer au jeu compétitif en général, qui est elle-même liée à des valeurs et besoins psychologiques de base humaine de base. Maintenant, donc, il semble que même dans ce cadre conventionnel, il semble qu'on a besoin toujours de distinguer au moins entre des niveaux plus profonds et plus superficiels. Certes, la distinction de Marmot entre convention profonde et convention de surface n'est pas identique à ce que j'appelle des règles définitionnelles et essentielles, en partie parce que ce que j'appelle les principes essentiels, moi, ne sont pas des conventions. Et donc, je vais finir l'exposé, c'est la dernière chose que je veux dire. Je vais finir juste au moins en particulier pour vous montrer pourquoi ce que j'appelle les principes essentiels, je ne pense pas qu'ils sont des conventions, malgré le fait que dans le cadre de Marmot, ce sont des conventions. L'idée, c'est que, voilà, l'argument de Marmot, c'est que les conventions profondes sont des règles ou normes qui émergent comme des réponses aux raisons ou valeurs de l'arrière-plan, mais dans la mesure où ces règles auraient pu avoir des alternatives qui auraient tout aussi bien répondu à ces valeurs-là, ces règles sont elles-mêmes des conventions, bien que des conventions difficilement modifiables qui émergent progressivement et bien enracinées dans nos sociétés. Alors, ma divergence avec cet argument, c'est que même si ces normes profondes à l'arrière-plan sont des réponses arbitraires aux valeurs de base qui les sous-tendent, à l'ensemble de valeurs les sous-tendent, le fait même que la pratique sociale par là constituée est une réponse à ces valeurs-là n'a rien de conventionnel. Il n'y a rien de conventionnel dans ce fait même que la pratique est une réponse à ces besoins-là. Il y a une relation entre promesses et obligations. Donc, supposons que, là, de nouveau, je simplifie gravement, supposons que jouer à un jeu compétitif sans une réponse conventionnelle à la valeur de gagner, valeur dans le contexte de jeu peut être gagner dans le contexte de jeu peut être plus qu'une valeur, seulement dans le contexte. Supposons que jouer à un jeu compétitif soit une réponse conventionnelle à la valeur de gagner et que faire la guerre soit une réponse conventionnelle alternative à la même valeur. Pour autant, le fait qu'on vise à gagner au jeu ou à la guerre n'a rien de convention. L'idée, c'est que supposons que Marmot a raison de soutenir que le concept abstrait du jeu compétitif a émergé comme une réponse aux besoins d'un ensemble de valeurs, défis physiques ou intellectuels, distraction de la réalité, d'excellence ou de l'histoire, etc. Le fait que la pratique ainsi constituée est une réponse à cet ensemble de valeurs, qu'elle est constituée en tant qu'une réponse à ces valeurs, ça n'a rien de conventionnel. Ce qu'elle est, la pratique, est d'être une réponse à ces valeurs. Elle est essentiellement liée à ces valeurs. Sa raison d'être est d'être une réponse à ces valeurs. Ainsi, même si le concept de différents jeux peut évoluer dans le temps,
le rapport à des valeurs sous-jacentes auxquelles ils répondent reste essentiel à eux. Donc, je finis là où j'ai commencé. Ma distinction était entre l'idée que j'ai essayé de défendre, c'était que la constitution des institutions sociales devrait s'accompagner d'une distinction entre deux niveaux qui correspondraient à deux types de principes ou règles constitutifs. Les principes essentiels d'une part, qui était qu'à un niveau sous-jacent, nous avons ce que j'appelle le principe essentiel, qui concerne le but des institutions, abstraction faite de l'instanciation de ces institutions sous une forme institutionnalisée particulière. Et à un niveau plus superficiel, nous avons ce que j'appelle des principes définitionnels qui se rapportent à l'institutionnalisation même des statuts institutionnels, qui leur donnent forme et déterminent comment les statuts institutionnels sont obtenus. Donc, dans un cas, le principe essentiel situe les institutions et les pratiques institutionnelles à l'intérieur de la société humaine, alors que le principe définitionnel se rapporte plutôt à l'instanciation de ces institutions. Merci beaucoup, Mariam. C'était vraiment un exposé très, très riche, très, très intéressant. Sur la forme déjà, sur la manière dont tu avances, je trouve que c'est vraiment remarquable parce que c'est à la fois à problématiser, toujours sur la base d'exemples. Et puis, ce qui m'avait vraiment frappé dans l'exposé que j'ai entendu, c'était le fait que tu parles de cet exemple du jeu pour ensuite proposer une théorie générale de la société et poser des questions qui sont très, très importantes en fait, pour nous. Donc voilà, ça c'est simplement un retour sur la forme. Alors j'espère que c'était utile pour les étudiants et les étudiantes, mais peut-être que d'abord, je peux laisser la parole aux étudiants et étudiants pour savoir si vous avez des questions ou pas, si vous voulez que Mariam revienne sur certains points. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce qu'on nous entend? Oui, là on vous entend. Moi, je voulais revenir sur quelque chose dont vous avez parlé au début, mais je n'ai pas bien saisi. À partir de quand est-ce qu'on peut parler d'une institution? Comment est-ce que vous avez défini une institution? Qu'est-ce qui fait que le langage, par exemple, est une institution? C'est controversé. Il y a pas tout le monde pense que le langage est une institution. Ça dépend de la théorie d'institution qu'on défend. Mais si on dit que le langage est une institution, c'est dans le sens où les institutions, dans ce sens large, ont des propriétés, disons, artificielles, qui ne sont pas des entités naturelles. Ils sont des entités où on a imposé, nous, les êtres humains. Maintenant, il y a tellement de controverses en vertu de quoi? Est-ce que c'est en vertu d'agrément, c'est en vertu de convention, c'est en vertu de loi, c'est en vertu de structure humaine, structure de l'esprit humain? Là, ça devient vraiment un bordel, mais l'idée la moins controversée, si je veux le formuler de cette manière, c'est que si le langage est une institution, c'est seulement dans la mesure où il y a des fonctions qu'on a attribuées à nous, à des entités. Par exemple, on a fait des mots, le langage, même le mot, le français versus l'anglais. On a imposé certaines fonctions sur certains mots. Par exemple, ce mot a le sens de cet acte, cette forme de phrase a le sens d'un impératif, d'un ordre, etc., etc. Tout ça, bien sûr, sont des règles de langage. Les personnes qui défendent que le langage est une institution, maintenant, on peut dire il y a une grammaire universelle sur la base de laquelle on a ensuite ou des artificialités. Il y a tellement de théories là-dessus, mais le nœud de l'idée que le langage est une institution, c'est que c'est imposé par les hommes. C'est pas quelque chose qui existe indépendamment de nous. Ça dépend de notre conscience et d'une manière ou d'une autre, ça dépend des attitudes humaines que ces règles sont en force. Les règles du langage, par exemple, la règle sémantique. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est bon, j'ai compris, merci. Vas-y. Non, j'ai réfléchi.
quelqu'un. Il n'y a que nous, en fait. Je crois qu'il n'y a que vous qui êtes en dehors du buisson. Moi, j'avais une question par rapport à l'exemple à la toute fin, quand vous prenez l'exemple du coup de la guerre avec eux qui visent à gagner. Est-ce qu'on ne pourrait pas encore redéfinir ce que c'est que gagner? Parce que la victoire, elle peut être sur plusieurs plans. Il faut elle-même qu'elle soit définie peut-être par convention ou par l'établissement d'un but qui peut changer en fonction de, je sais pas, l'institution qu'on peut avoir de la victoire. Et j'ai l'impression que finalement, on ne s'arrête jamais de définir ou qu'on n'arrive jamais à un point qui n'est pas définissable encore à plusieurs niveaux, si on peut dire ça. Ouais, c'est régressif. Récursif. Alors, c'est vrai que gagner est lui-même un terme qui semble être institutionnel. Mais si on dit victoire, alors en quoi consiste victoire? Je veux savoir c'est quoi votre question, parce que ça peut être deux questions. Est-ce que la première, c'est que est-ce que la victoire ensuite, comment on concrétise la victoire? Ben là, oui, on peut pas. Moi, il y a un principe essentiel au jeu compétitif qui est qu'il y a un but de gagner, qui est lié à la supériorité, etc. Mais là, on ne sait pas encore quoi faire. Il faut absolument que ça se concrétise. Là, on est d'accord. Hein. Là, on ne sait pas ce que ça veut dire gagner tant qu'on ne l'a pas concrétisé sous une forme particulière. C'est pourquoi je dirais qu'une pratique comme le jeu compétitif ne peut pas se réaliser tout court. Elle doit toujours s'instancier. Ce sont des pratiques que j'aime bien appeler les pratiques essentiellement conventionnelles, qui, pour leur performance même, ont besoin d'un système de règles qui détermine, qui concrétise ce qui est correct à chaque terme. Par exemple, en quoi consiste le victoire. Mais il peut y avoir une deuxième question qui est que d'où vient le concept de victoire? Là, j'ai une tendance personnelle, je trouve ça très controversé parce que ça touche au genre de questions de la nature humaine, etc. J'ai une tendance à penser que ces concepts-là, on les a aussi chez les animaux, des concepts de supériorité. Donc, je pense qu'on ne peut pas, on n'a pas besoin d'aller par une régression à l'infini dans la définition de plus fondamentale, encore de plus fondamentale, encore de plus fondamentale. Au moins, moi, je peux mettre une limite à ça pour dire qu'il y a certains concepts de base, certains concepts pré-institutionnels de base, comme victoire, comme voire territoire, territoire qui donne lieu à propriété, etc., qui sont qui sont visibles chez les animaux qui ne sont encore pas capables de la collectivité, de l'intentionnalité collective, qui ne sont pas encore capables de société, qui n'ont pas de langage, etc. Quand même, les versions proto de ces concepts convictoires, on peut les voir chez les animaux. Donc, si je dis qu'il y a deux parties à votre question, il y avait une partie progressant et une partie rétrospective. Le partie progressant, en quoi consiste la victoire? Ben, sûrement, il faut que ça s'instancie, parce que sinon, on ne sait pas en quoi ça consiste. Et là, c'est progressant, donc il faut que ça s'instancie. Bien sûr, dans la guerre, ça a un autre sens. Ça dépend aussi, je pense que dans différentes guerres aussi, le concept de victoire change. Et dans les jeux, ça dépend de quel jeu et comment on définit le concept de victoire. Et il y a aussi une question rétrospective qui va de l'arrière jusqu'où on peut descendre. Là, je pense qu'on pourrait éventuellement, mais ça, c'est mon idée personnelle, hein, c'est pas un controversé, qui est le concept de victoire. On peut le modeler sur un proto-concept chez les animaux et tout être intentionnel, tout être qui a une intentionnalité individuelle. Donc, c'est cet aspect-là de retourner presque à un point de vue des animaux de nature, quelque part, qui serait qu'on pourrait plus réduire ou on pourrait pas encore aller plus loin. Parce que là, c'est ce qu'on disait pour la victoire, par exemple, en termes militaires, il y a une victoire stratégique, une victoire tactique, tout dépend de la victoire, si on se préserve ou si on gagne, où est la supériorité. Du coup, il y a plein de différents. Mais ça, c'est la question progressante, ça, c'est la question. Voilà. Oui. Mais c'est ça. Oui, pour rebondir un peu que du coup on est de parler. D'accord. Mais je dirais que je dis ça, on peut s'arrêter aux animaux. Et ça, c'est... Oui. Peut-être que chez les animaux, on a une proto-version de ces concepts-là. Ça, c'était un peu la chose que je défends personnellement. Mais je pense que les gens sont d'accord avec moi, les philosophes, qu'une fois qu'on arrive à un niveau dans ces analyses institutionnelles, une fois qu'on arrive à un niveau où on peut voir
ces traits aussi chez les animaux, qui sont au moins les animaux proches de nous, comme les chimpanzés, etc., là, on peut tranquillement dire que c'est un aspect primitif de l'homme. Par exemple, Thomas Reid, qui était que j'adore, d'ailleurs, il était au XVIIIe siècle, il est le père des fondateurs de la philosophie de Common Sense. Lui, il a une théorie que la promesse et le témoignage, proche de l'assertion, sont des actes qui sont donnés par Dieu à nous. Ça fait partie de la structure de la nature humaine, de la structure de l'esprit humain. C'est pourquoi on peut les voir dans toutes les sociétés humaines, et le fait qu'on peut endosser une obligation et un engagement, etc. Sauf ça fait partie de l'agencité humaine donnée par Dieu. Alors, de l'autre opposé, on peut avoir une théorie évolutionnaire et qui aide, parce que là, des choses expérimentales dans l'évolution donnent des résultats du genre, il y a le concept, proto-concept de territoire chez les animaux qui sont proches de nous. Et là, si on arrive à ce niveau, je pense qu'on peut tranquillement, philosophiquement dire, on peut annoncer que du coup, ce concept est primitif chez nous. Donc, il n'y a plus besoin de le définir. D'accord, d'accord, très bien. Merci. Il y a le micro si vous voulez poser une question. Moi, j'aurais une autre question, mais en fait, bon, je vais la poser. J'ai l'impression que dans les règles constitutives, quand on parle de règles constitutives, on réitère une approche qui est très essentialiste vis-à-vis des objets qu'on étudie, de dire que, comment dire, quand on parle de convention, ça s'amoindrit un petit peu, mais si on dit que l'objet est constitué de certaines règles, j'ai l'impression que ça empêche la possibilité à cet objet de changer. Et c'est quand on parle de raison d'être de quelque chose, je sais pas, je trouve que ça marche pas trop quand on parle du mariage, par exemple. Vous avez parlé du mariage. Le mariage avait pas la même raison d'être, ne serait-ce qu'au siècle dernier qu'aujourd'hui. Et je sais pas, j'ai l'impression que, on a déjà parlé en cours, mais j'ai l'impression que l'approche essentialiste, elle cerne pas tous les aspects de l'objet qu'on étudie, et surtout qu'il n'y a pas une seule manière de définir la raison d'être de quelque chose. On l'a vu la dernière fois, par exemple, on a essayé de définir l'État, et il n'y avait pas une seule manière de définir l'État. Et c'est compliqué de s'accorder sur ce point-là, quoi. C'est vrai qu'en fait, il n'est pas pris en compte, j'ai l'impression. Enfin, pour le mariage, c'est aussi le contexte et l'histoire qui est pris en compte. La question temporelle. Dans l'essence. Ouais. Mais donc, je vais encore parler de raison d'être d'une entité qui est sociale. Oui, je sais, ça c'est la piège, ça c'est le point faible de tout le truc, surtout avec l'exemple de mariage que je donne toujours, qui est l'exemple le plus difficile, parce que c'est vrai, on peut jamais, il y a tellement de livres qui ont été écrits sur l'histoire du mariage et l'évolution du mariage, etc., il y a des auteurs qui ont commencé il y a 300 ans d'écrire des volumes sur la définition du mariage. Quelquefois, on dit que le mariage se trouve aussi chez les oiseaux, donc ça concerne la question de reproduction. Il y a d'autres qui disent autre chose. Le mariage, c'est très difficile de dire une chose qui soit non controversée sur le mariage. Mais donc, on peut dire que c'est un cluster concept. Un concept, je sais pas comment dire, un concept, il y a une base qui fait que la chose la moins controversée quand même qu'on peut dire, c'est que c'est une union sûrement. Il faut qu'il y ait une union, sinon c'est une union de relations personnelles qui engendre des obligations et des droits. Ça, on peut le dire. Je pense que toute forme de mariage devrait, je veux dire qu'on peut au moins dire qu'il y a une valeur, entre guillemets, qui est l'union dans le mariage. C'est ce qui fait que, de manière métaphorique aussi, on peut dire que le mariage entre capitalisme, je ne sais pas quoi. Et c'est vrai que l'exemple de mariage est très difficile. Moi, quand je discutais avec tout le monde, on me disait, ah ben non, pour mariage, on peut dire que c'est la famille, par exemple.
Mais non, ça dépend de la culture dans laquelle on est grandi. Peut-être que dans une culture, on ne peut même pas dire entre deux personnes, on ne peut rien dire sur le mariage qui se tient, qui soit précise. Mais je pense que la valeur d'union est quand même une valeur. Et le fait que c'est une union, union de personnes dans une relation personnelle avec des obligations et des droits. C'est la chose la moins controversée qu'on peut dire, c'est ce genre de choses qu'on peut dire sur Wikipédia, vous voyez. Mais, ça, Mais, mais en- si on dit que, par exemple, dans les pays islamiques, on peut dire que le mariage, c'est la valeur de la mariage, la fonction et la légitimisation des enfants. Mais ça, bien sûr, on est déjà ancré dans une tradition de mariage. C'est une tradition qui tellement qu'il a enraciné pour ce peuple-là, fait de sorte qu'il pense que ça va de soi que le mariage est un rapport avec la légitimation des enfants, ce qui n'est pas le cas dans des mariages occidentaux, par exemple. Peut-être que ce n'est pas une valeur dans certaines communautés. Donc, moi, je pense justement, parce que ces valeurs sont liées à l'instanciation de type de mariage dans une forme institutionnelle particulière, justement, ils ne sont pas essentiels. Mais j'admets que vous voyez, c'était très difficile pour moi de défendre l'idée des règles essentielles parce que j'avais certains exemples pour lesquels ça marchait. Je ne pouvais pas le généraliser à toutes les institutions parce que c'est très difficile, bien sûr, c'est presque impossible de pouvoir donner une valeur rigide qui ne bouge pas pour toutes les institutions, sur quelque chose comme le mariage qui est une des plus difficiles. Mais je pense que finalement, moi, finalement, j'ai trouvé une autre manière pour rendre compte de l'idée des règles essentielles dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais la manière, c'est pourquoi d'ailleurs j'insiste sur le mot but, parce que l'idée c'est qu'on a une structure d'interaction et dans la structure, toujours une structure d'interaction est en vue d'un but. Il y a un but en vue duquel on interagit. Et je définis le concept d'interaction et les interactions jointes entre les autres deux êtres humains, qu'ensuite on peut généraliser à la collectivité sociale. Et dans ce cadre-là, la notion de but a un sens. On peut avoir le but de bouger un canapé ensemble. Donc, on a une structure d'interaction qui fait qu'on se coordonne pour bouger le canapé ensemble. Chaque interaction a toujours un but. Peu à peu, les pratiques sociales s'émergent et ils ont toujours un but. Le fait qu'on ne peut pas, ils sont devenus tellement enracinés de nous qu'on a même du mal à discerner ce qui était leur but, etc. Ça n'empêche qu'en en théorie, on puisse dire que toute structure d'interaction doit être en vue d'un but. Mais c'est vrai qu'expérimentalement, je ne peux pas du tout prétendre savoir ce qu'est la règle essentielle du mariage. C'est d'ailleurs pourquoi, pour me libérer un peu de montagne et des objections sur les institutions sociales, j'ai un peu restreint ma thèse à la question des actes de parole. Parce que là, la structure d'interaction à deux, en vue d'un but, a plus de sens, ça semble plus intuitif. Mais je pense en principe, quand même, on peut dire que toute structure interactionnelle est en vue d'un but et que les pratiques sociales n'émergent qu'en vue d'un but. Sinon, ils auraient cessé de fonctionner. De même que si personne ne tient sa promesse, ce qui va se passer, c'est que la pratique de promesse va complètement s'effacer de la société humaine parce que ça perd son point. Donc l'essence, elle est téléologique par définition? L'essence et les règles essentielles sont téléologiques. D'accord. Parce que je pense que les pratiques sociales doivent avoir cette vision fonctionnaliste. Du coup, pour rebondir là-dessus, je me demandais, parce que tu emploies la métaphore des niveaux, mais je me demandais si, à partir du moment où tu penses les règles essentielles de manière fonctionnaliste ou téléologique, si finalement tu penses, on ne pourrait pas plutôt les penser comme liés par un raisonnement technique ou stratégique qui consisterait simplement à constituer à partir du but, ensuite à essayer de réfléchir sur les règles qui permettraient d'instancier ce but, et ensuite il faut se demander comment les règles superficielles, quelles sont les règles superficielles qui permettraient
d'atteindre de satisfaire ou d'atteindre la réalisation des règles essentielles. Et donc finalement, on aurait plutôt une structure temporelle qu'une structure hiérarchique. Moi, qui me semble, je trouve que ça ne correspond pas exactement à ce que tu dis et ça introduit des difficultés parce que cette notion de niveau, elle est très controversée en philosophie des sciences sociales. Et donc, du coup, je trouve que tu laisses ton modèle d'un poids qui n'est pas nécessaire pour rendre compte de la distinction que tu proposes. Parce que vous l'avez entendu au sens temporel. Vous me dites que la question du niveau, c'est controversé, mais moi, c'est un nivelage abstrait. C'est une distinction abstraite. Parce que les jeux ne peuvent pas, le concept abstrait de jeu ne peut pas émerger qu'en concomitation, en concomitance avec les jeux particuliers. Donc, ouais. la distinction, moi, je fais cette histoire de niveau seulement pour montrer la distinction entre définitionnel et essentiel. Mais je ne prétends pas que c'est une procédure temporelle, c'est seulement structurel. Donc, comme si on a le jeu d'échecs, il y a un truc commun au jeu d'échecs et au match de foot, qui est que les deux sont des jeux compétitifs. Donc, dans ce sens, ils héritent les deux les principes qui sont en commun en tant que les deux sont des jeux compétitifs. En fait, c'était moi qui disais que c'était temporel plutôt que hiérarchique. Mais si tu dis que c'est simplement une modélisation, là, il n'y a aucun poids. Mais c'est vrai que si tu penses la notion de niveau en termes ontologiques, comme quelque chose qui est dans la réalité elle-même, ce qui est une tradition aussi dans les sciences sociales, dans l'ontologie sociale, de penser qu'il y a des niveaux de réalité. Là, tu laisses ton discours d'un poids ontologique qui est très lourd, alors que si tu dis que c'est simplement un modèle, il n'y a pas de problème. Et du coup, je pense qu'une manière de dire qu'il n'y a pas vraiment de niveau, c'est de penser ça en termes temporels ou en termes de... que penser qu'il y a des agents humains. Parce que finalement, si tu parles de l'essence en termes fonctionnels, la question c'est qui a mis en place ces règles. Il faut soit tu es essentialiste platonicienne et tu penses ou théologique et tu penses que ces règles elles viennent d'en haut, soit tu penses qu'elles viennent des humains et à ce moment-là il faut un agent humain qui a réfléchi à la manière d'atteindre l'objectif et qui a inventé des règles pour atteindre l'objectif, et puis ensuite un autre agent qui a inventé des règles pour parvenir à incarner les règles essentielles. C'était ça un peu la question que je me posais. Oui, ça c'est la question la plus difficile. C'est en fait la question du conventionnalisme, non? C'est la question de est-ce que les promesses sont inventées ou par exemple est-ce qu'ils ont été là? Oui, c'est ça. La question est presque non, sans réponse, du moins c'est une question fondamentale. C'est tellement fondamental. Je commence à penser que, par exemple, l'argent, le fait que, bien sûr que l'argent a été inventé, non? Mais je pense que une chose, si elle est de l'argent, elle est un moyen d'échange. Ça, c'est ce que c'est que l'argent. Sauf que finalement, ce n'est pas incompatible avec le fait que ce soit inventé. C'est dans l'abstrait. Oui, en fait, parce que je trouve que l'intérêt de ce que tu montres, c'est que cette question, est-ce que c'est conventionnel ou est-ce que c'est inventé, on peut l'articuler, c'est-à-dire qu'il y a un niveau qui est, un niveau pour reprendre votre vocabulaire, qui est là déjà, donc là tu l'as finalement inscrit de manière évolutionnaire, donc c'est en quelque sorte, tu as remplacé le ciel des idées par la jungle, en quelque sorte. Mais c'est quelque chose il y a quelque chose qui est déjà là et puis à partir de ce moment-là, on peut commencer à construire l'histoire humaine avec construisant des objets contingents, mais qui visent à réaliser autrement ces valeurs que ou à réaliser ces valeurs. Je trouve que moi, ça passe comme ça, je comprends ton projet et je trouve ça très intéressant comme. Vous savez, je me dis, par exemple, si on prend l'interaction primitive dans une théorie évolutionnaire, donc les deux personnes sont devenues capables, avant même le langage, avant toute société, sont devenues capables pour les raisons de survie de se coordonner les actes, par exemple pour chasser ensemble. Ouais. Et de là, il y a eu, ils ont développé les capacités cognitives de ce genre recursive inference, d'inférence mutuelle ou de s'informer
ou de faire un request, vous voyez, sont deux types de forces d'actes de parole, les forces assertives et la force directive ont été émergées. Ouais. Sur cette base-là, ensuite, on a, du coup, moi, je ne peux pas accepter que promesse soit quelque chose non inventé parce que c'est seulement dans le niveau institutionnel où on a la langue, le langage, qu'on est capable de penser l'obligation d'avoir tous ces pratiques-là. Mais quand même, il y a un peu une base d'interaction qui était, je prends ça comme primitive, la base d'interaction sur laquelle après on a tous inventé peu à peu. Et là, donc pour moi, j'espère que ça pourrait être le lieu où cette incompatibilité entre être inventé et être essentiel s'ouvrir, cette incompatibilité. Qui soit platonicien en même temps que ça. En même temps que c'est pas que Dieu nous a donné ça, les promesses, on était déjà capable de promettre. Je ne veux pas accaparer la parole, c'est d'abord pour les étudiants, donc je ne sais pas si vous avez, Dorian, vous avez une question? Nous, en fait, si vous aviez déjà un peu répondu, on en a déjà parlé un peu tout à l'heure, moi, je ne comprends pas bien en quoi le langage, c'est une institution. Enfin, si, ouais. Oui, parce que prenez chaque langue, c'est une structure conventionnelle, bien sûr. Le fait que je dis je promets en français, je dis I promise en anglais, c'est en vertu dans les deux cas, on peut dire qu'on a fait l'acte de promesse, mais bien sûr que le fait que je égale identifie à I en anglais, tout ça sont des matières de nous ayant décidé au cours des siècles et des siècles de constituer cette langue-là. Donc le langage, mais ça c'est le sens non controversé, que chaque langue est une structure de convention et de règles, de règles sémantiques qu'on a décidé que chaque mot, de faire un mapping entre chaque mot et un sens. Et puis la syntaxe. Oui, mais sauf que des fois, tu vois, il y a des relations avec d'autres personnes. Tu as aussi des relations qui sont conventionnelles. Si le langage, pour le coup, il se développe quand même à partir de notre chaque mot est au pif. Ah, c'est le sens non controversé du fait que chaque langue est une institution. Il y a une idée plus substantielle qui est que le langage lui-même est une institution, c'est abstraction faite de différentes langues particulières. Et là, on dirait que la structure de base de chaque langue, le fait qu'on est capable des actes de parole, le fait qu'on est capable d'asserter des choses, tout ça sont des résultats d'imposition humaine. Les êtres humains ont imposé des règles qui ont fait que la langue se tient. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, le problème, déjà, c'est simplement que terminologique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut, quand on pense à institution, ce que tu as distingué au départ entre sens étroit et sens large. Et c'est vrai que quand on emploie le mot institution, on pense tout de suite à la Banque de France, et alors qu'en fait, toi, tu l'emploies au sens large en suivant la littérature. Je pense que c'est ça. Et je me demande, en fait, je me demande quand on lit Searle, en fait, si on remplaçait. Cette littérature est difficile à suivre pour des raisons terminologiques, parce que convention, ça n'a pas le sens de convention, institution, ça n'a pas le sens d'institution. Donc, c'est vraiment compliqué pour nous de comprendre. Et je me demande, en fait, si une partie de ce qui paraît nouveau dans cette littérature, ça ne vient pas juste d'un effet de langage, au sens où si on remplace dans le discours de Searle institution par convention, si au lieu de parler de fait institutionnel, on parle de fait conventionnel, en fait, on retombe sur des banalités qui datent déjà des sophistes, où il y a cette opposition entre fait de nature et fait conventionnel. Alors, ce n'est pas une thèse, c'est une hypothèse, mais je pense que c'est quand même une question qu'il faut se poser. Voilà, mais en fait, j'avais une autre question que je voulais te poser, mais là, une question un petit peu peut-être, disons, voilà, juste, dans le... comment dire oui, alors, quand tu introduis la distinction entre principe conventionnel et principe définitionnel sur la base de ton exemple, où tu poses deux exemples, on pose l'exemple du jeu d'échecs ou avec le rock, et je peux pas, je peux pas rocker si je n'ai pas suivi les règles. Par contre, je peux faire une promesse
même si je n'ai pas vraiment l'intention de tenir ma promesse. Où je peux asserter quelque chose, même si je ne sais pas vraiment ce que je suis en train de dire. Donc, il y a cette dissymétrie-là, finalement, qu'on peut comprendre en termes de faire semblant. C'est-à-dire que je peux faire semblant de promettre, je ne peux pas faire semblant de roquer. Et je me demandais, en fait, si cette dissymétrie, on ne pouvait pas l'expliquer tout ça, plutôt que l'expliquer par une distinction conceptuelle, comme tu le fais, si on ne pouvait pas l'expliquer simplement par une distinction dans les conditions d'application du concept. C'est qu'en fait, il y aurait un même concept, mais les conditions d'application seraient distinctes, au sens où quand je rock, en fait, je suis face à quelqu'un qui peut voir il peut examiner si toutes les conditions sont satisfaites. C'est-à-dire que si par contre j'avais des pièces invisibles, non, je termine, après je vais parler des pièces invisibles, mais d'abord je vais parler et par contre, quand je promets à quelqu'un, en fait, la personne ne peut pas vérifier si je suis vraiment en train elle peut ni voir le futur, ni voir mon intention. Donc, les conditions, je peux faire semblant de promettre parce que les conditions de la promesse ne sont pas directement observables. Et donc, je me demandais si finalement on ne pourrait pas avoir le même phénomène aux échecs, où je pourrais faire semblant de roquer, si j'avais une pièce qui était visible que par moi-même, et si jamais elle était sur le chemin, je n'aurais pas le droit de roquer, mais qu'en fait, moi, je sais très bien qu'elle est dans le chemin, l'autre ne le sait pas, et donc je pourrais très bien dire, voilà, j'ai roqué. Donc, en fait, ce qu'on appelle tricher à un jeu. Et peut-être qu'au poker, ou dans certains jeux, où on peut tricher, et donc faire semblant de faire des actes qui comptent, faire semblant de faire des actes dans le jeu, en fait, qui ne sont pas de vrais actes dans le jeu. Par exemple, quand on joue aux cartes et que je peux très bien voir au tarot, je peux très bien avoir comme condition d'avoir 3 pièces maîtresses pour, je ne sais pas, appeler, faire un geste déterminé, par exemple, appeler le joker de l'autre quand j'invente une règle. Je peux très bien faire semblant d'appliquer la règle parce que l'autre ne peut pas vérifier. Donc, je me demandais si, en fait, tu vois la distinction, toi tu interprètes cette distinction en termes conceptuels, mais je pense que peut-être qu'on peut l'interpréter de manière plus élémentaire, simplement par les conditions d'application du concept. Conditions d'application, tu veux dire être évidente ou non, manifeste ou non? Voilà, c'est ça exactement. C'est que dans un cas, elles sont évidentes, et donc c'est pour ça que finalement, je ne peux pas faire semblant de roquer. Et par contre, dans l'autre cas, ce n'est pas évident, et donc je peux faire semblant de promettre. Mais en fait, si, parce que si ça se manifeste, moi, c'est exactement ce qu'on appelle tricher. Donc, si je triche, vous n'allez pas voir. Si à un moment, vous comprenez que j'avais triché, qu'est-ce qui se passe dans ce moment où ça devient manifeste? On va annuler, on va dire, ah non, non, ça compte pas, on va revenir en arrière. Mais alors, si ça devient manifeste, que je suis en train de dire des choses que je ne sais pas, par exemple, est-ce que ça s'annule mon assertion? Je pense que ça s'annule. C'est pas. On ne va pas dire que tu n'assertes pas, on va dire que. Je dirais que ça comptait pas vraiment comme une assertion, mais que c'était pas vraiment une assertion, ou je sais pas. J'avoue que là, je sais pas comment on réagirait si je voyais que, si par exemple, pour prendre un exemple, quelqu'un me fait une promesse et ensuite je découvre un mail qu'elle a envoyé à une autre personne où elle disait non mais jamais je tiendrai à cette promesse, ou j'ai aucune intention de faire ce geste-là. Est-ce que je considérerais que c'était vraiment une promesse qu'elle m'a faite? Mais peut-être pas, mais vous allez sûrement blâmer la personne, vous allez sûrement revendiquer votre prétention, non? Oui, voilà. La question, tu m'as promis de toute façon. Même si tu as... Non, on ne va pas dire ça, je pense. Je sais pas. Vraiment, je sais pas. C'est une vraie question. Hein. Je n'ai pas de réponse. C'était une sorte de doute que j'avais sur une autre voie possible d'interprétation du cas. Et après, je ne sais pas, parce que tu vois, sur le rock, on pourrait dire la même chose. C'est-à-dire qu'on pourrait aussi reprocher à la personne d'avoir rocké alors qu'elle n'aurait pas eu vraiment le droit de rocker. Donc, c'était juste. C'est vrai. Cette histoire de suivre les règles, de violation de règles, c'est très délicat. C'est pourquoi je préférais l'idée sous-jacente, c'est que quand on a
quand il faut qu'il y ait une artificialité pour imposer un statut à une entité, alors ce qui est dans cette entité est seulement certaines conditions qui doivent s'obtenir. Alors que quand on parle des choses plus basiques, il y a une organicité plutôt qu'artificialité. Après, je suis d'accord, cette question, on m'a toujours reproche que de même qu'on peut tricher dans les jeux, on peut aussi tricher. Je tenais que quand on triche dans les jeux, ce qui se passe, c'est que parce qu'on est à l'intérieur, on est en train de faire semblant c'est dans le contexte de jeu d'échecs, toute la configuration est comme le jeu d'échecs, il y a les mouvements, etc. Il y a seulement dans un acte que je suis en train de tricher, dans le contexte où toutes les autres apparences semblent être, toutes les autres règles sont en train d'être appliquées, je disais que du coup, là, si on triche, pas de problème. On triche, mais on n'a pas fait le roquet. On a triché dans le jeu d'échecs en même temps qu'on est en train de jouer les échecs à l'intérieur du jeu d'échecs. Donc, on ne sort pas du jeu, mais on sort de vraiment roquet parce qu'il n'y a rien de plus à roquet que de faire ça. Donc, finalement, tu n'as pas vraiment roquet, tu as triché. Mais cette aise avec laquelle je peux parler quand il s'agit des règles de jeu, je ne l'aurai pas quand je parle des actes de parole. Parce que dès que je dis je promets, je pense que j'ai une obligation. Pour me critiquer, de le satisfaire, on peut me le critiquer, peu importe si je dis dans une... si surtout je signe un contrat chez le notaire que je veux promettre, alors j'ai une obligation, personne, ou bien que je n'ai aucun argent, peu importe, je devrais à tout prix. L'obligation ne s'enlève pas de moi si on sait que je n'ai pas l'intention de le promettre. Mais je pense que mais ça ne vous répond pas complètement parce qu'il y a une différence aussi entre les conditions d'obtention qui viennent avant la pratique et les conséquences normatives qui viennent postérieurement à la pratique. Donc ici, au moment où vous voulez l'asserter, je sais que votre objection tient complètement. Je voulais juste dire que je n'ai pas répondu à votre objection parce que si vous savez déjà que je ne sais rien de ce dont je veux parler, alors vous n'allez peut-être pas considérer ma parole comme une assertion en premier lieu. Mais si je dis que dans le cas des obligations, etc., c'est parce qu'obligation, ça vient au moment de la promesse. Donc, c'est un peu conséquence normative. Ce n'est pas une condition de... Ouais, je trouve que là, c'est une bonne piste de réponse de distinguer ces deux types en fait, de règles constitutives entre les règles d'accès et puis les règles qui déterminent les conséquences déontiques en fait, de l'acte. Et donc, voilà, je n'ai pas de réponse, mais j'ai l'impression que ça peut peut-être éviter la difficulté en disant que même si je n'ai pas eu l'intention de promettre, après la question c'est est-ce qu'il faut avoir l'intention de tenir sa promesse pour qu'un acte de parole compte comme promesse, ou est-ce qu'il suffit juste de dire que c'est une promesse, et à ce moment-là finalement on retomberait aussi dans une situation de transparence totale, comme dans le cas du ROC. Oui, voilà. Donc je n'ai pas de réponse définitive à la question de violation. Et j'avais aussi une question par rapport à ton compte-rendu, par rapport à la définition de Lewis des conventions, et puis celle qu'a reprise Gala et Hendricks. Parce que j'ai l'impression que finalement, ce qui correspond à la distinction entre règles essentielles et règles définitionnelles, c'est un peu l'idée que la distinction entre la représentation de la situation en termes de jeu de coopération, ce que tu as fait d'ailleurs à un moment donné, et puis la question de savoir sur quoi est-ce qu'on se coordonne. Dans le jeu de coordination, tu as plusieurs possibilités de coordination, de points de coordination. Et donc ça serait la règle essentielle. Et puis le choix de telle ou telle case pour se coordonner, ça serait la règle définitionnelle. Donc, vous voulez dire, en vue de quoi on tombe dans le problème de coordination? Non, c'était juste pour l'articulation de... C'est pas du tout une objection ni rien du tout, c'est juste par rapport à l'articulation de ton propos, par rapport à une autre définition encore des institutions
qui est celle de Lewis, Gala, Hendrick, où ils utilisent la théorie des jeux pour essayer de rendre compte des conventions. Et donc, voilà, finalement, on retrouve cette dichotomie que tu proposes entre quelque chose qui est plus essentiel, c'est-à-dire la nécessité de se coordonner. Par exemple, je ne sais pas si les étudiants, j'explique rapidement, c'est que, en fait, si vous prenez le fait de se croiser à un carrefour, c'est dans l'intérêt de deux personnes que vous avez 4 cas possibles. Soit les deux personnes ça reste à l'arrêt, ce qui est négatif pour les deux, soit elles passent en même temps, ce qui est encore plus négatif pour les deux, soit il y en a une qui s'arrête et l'autre qui passe, ce qui est ou l'inverse. Mais donc il faut, en fait, il y a deux situations qui sont positives, qui sont les meilleures pour les deux, c'est que l'une s'arrête et que l'autre passe. Et donc, la question, c'est que là, il y en a une structure de situation qui fait qu'il faut que les deux personnes se mettent d'accord. On peut se mettre d'accord sur une règle de priorité à gauche ou à droite, peu importe, mais il faut qu'il y ait… Et donc, finalement, la situation, elle pourrait correspondre à une situation de règle essentielle. Et après, la question de l'implémentation, elle peut être soit priorité à gauche, soit priorité à droite, peu importe. Mais voilà, il faut cette règle spécifique pour implémenter l'idée que c'est bon pour la survie de l'espèce humaine qu'il y ait une règle de priorité. Et donc, on aurait une structure à 2 niveaux, avec d'abord l'idée, la description de la structure de la situation, qui serait un peu le niveau essentiel, et puis niveau définitionnel, en fait, où on décide priorité à gauche ou priorité à droite. Oui, disons que dans ce cadre, la règle essentielle serait des stakes, des payoffs de chacun. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, donc c'est la règle essentielle qui définirait que la quatrième manière la quatrième manière est la pire parce que ça donne la mort, etc. C'est ça. Ouais, oui. C'est ça. Oui, du coup, oui, analogue, c'est simplement que là, ce cadre-là est en termes de coordination avec la Constitution. Donc, c'est comme quoi là, c'est toujours tout est régulatrice. C'est régulatrice. Donc, il n'y a pas de. C'est un peu juste contre, c'est à l'opposé de l'idée que toutes ces conventions-là soient constitutives donneraient lieu à des pratiques. Moi, j'irais autant loin à penser que, certes, la convention de conduire sur la droite ou sur la gauche était premièrement un problème de coordination, mais maintenant c'est une partie constitutive de trafic, de règles de trafic au UK par exemple, dans la Grande-Bretagne. Donc c'est devenu une partie, c'est une règle maintenant constitutive. Si on prend cette trafic machin de Grande-Bretagne, c'est devenu une institution et là ça fait partie constitutive de ce qu'est cette institution de trafic dans le UK de conduire sur la droite. Mais je pense que l'idée initiale de la Hendricks, etc., était que les règles régulatrices peuvent eux-mêmes donner lieu peu à peu à des règles constitutives. Et si c'est ça, s'ils peuvent à leur tour donner lieu à la constitution de pratiques, oui, complètement. Merci. Merci. Est-ce que vous avez encore des questions? S'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut applaudir très fort Mariam et la remercier. Voilà, je mets ça et puis je mets sur le… Voilà, Je vais juste répondre à une personne. Oui, oui, c'est encore une question. Non, c'était pas une question. Quelqu'un m'avait dit. Quelqu'un avait juste remercié, j'ai pas répondu. Voilà, c'est bon. D'accord. Merci pour cette opportunité que vous me donnez. Oui, si tu veux, on peut encore parler 2 minutes. Après, on laisse les étudiants. Et puis… merci d'avoir écouté. Je suis désolée. Ah bah non, c'était super. Pendant 1h15 minutes. Non, tu parlais tu parles très bien français. C'était très agréable de t'écouter. Donc, Merci, au revoir.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.